Bonjour Sophie Primas. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ministre démissionnaire déléguée au commerce extérieur et aux Français de l'étranger. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Sophie Primas, bonjour. Bonjour. Sophie Primas, on va bien sûr parler des suites de la censure et du Mercosur. C'est évidemment très important et nos agriculteurs attendent des réponses. Mais d'abord, un mot sur la Syrie. Et plus de 24 heures après la chute de Bachar el-Assad, est-ce que, comme l'Allemagne, la France va suspendre le traitement des demandeurs d'asile des réfugiés syriens ? Écoutez, c'est un sujet qui est en réflexion aujourd'hui au gouvernement. C'est une véritable question. Moi, je trouve qu'il ne faut pas se précipiter. Aujourd'hui, on a effectivement une forme de révolution en Syrie qui est en place, avec un changement de gouvernement qui est évidemment bienvenu au regard de l'inhumanité que l'on découvre jour après jour dans ce pays. Maintenant, je pense qu'il faut être prudent et avoir une analyse qui soit une analyse assez apaisée de la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les suspendre tout de suite, pas faire comme l'Allemagne. Écoutez, voilà, c'est en réflexion. Je pense qu'il faut avoir des contacts avec les nouveaux dirigeants. Il faut regarder comment on peut mettre en place un nouveau gouvernement, comment on va protéger les minorités. Vous savez que le droit d'asile, c'est aussi la protection des minorités. Donc, il faut s'assurer aussi que les minorités soient protégées. Ce qui est remarquable, c'est l'afflux de Syriens qui retournent dans leur pays. Ça, c'est tout à fait remarquable. Donc, ça peut effectivement générer la fin du droit d'asile pour les Syriens. Moi, je pense qu'il faut être un tout petit peu prudent et regarder comment tout cela se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines. Jordan Bardella, hier, a évoqué la chute du régime de Bachar el-Assad comme étant une catastrophe. Il redoute une nouvelle crise migratoire. J'imagine qu'il pense à 2015. Il a raison ou il est complètement à côté de la plaque ? Je pense qu'on ne peut pas dire que la chute du régime est une catastrophe. Je pense que encore une fois, quand on voit les images, quand on découvre petit à petit, encore une fois, l'inhumanité de ce qu'était ce régime, on ne peut pas dire que c'était une catastrophe. Mais sur le risque ou la peur du retour d'une crise migratoire comme on l'a connue en 2015. Je pense qu'il faut faire attention, je pense qu'il faut être prudent. Enfin, donc, effectivement... Donc la question se pose bel et bien quand même. La question se pose évidemment. La question se pose évidemment. Est-ce que vous craignez que le nouveau régime libère des djihadistes qui pourraient se diriger vers l'Europe ? Tout ça est beaucoup trop tôt. Vous voyez, tout ça est beaucoup trop tôt. On sait l'histoire de ces révolutionnaires. On sait leur lien avec les mouvements terroristes. On sait même qu'ils étaient probablement en lien avec ceux qui ont assassiné Samuel Paty. Enfin, vous voyez, on a quand même un faisceau d'inquiétude sur ce régime. Donc je pense que vraiment... il est temps d'attendre, enfin il est temps de regarder, mais du coup, parce qu'il y avait aussi des djihadistes français qui étaient emprisonnés là-bas. Est-ce qu'au gouvernement, il y a une inquiétude sur un potentiel retour de ces djihadistes ? On a ce problème tout le temps. Tout le temps, on parle du retour des djihadistes. On a le retour des femmes, on a le retour des enfants, on a le retour d'un certain nombre de personnes. Évidemment que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles. Il me semble vraiment qu'il faut analyser la situation avec un peu de temps et un peu d'information et de renseignements. Et le fait qu'on soit en pleine crise politique nous-mêmes, avec un gouvernement démissionnaire, est-ce que ça va nous gêner ? Bien sûr, ça concrètement, par exemple ? Ça n'aide pas. Je pense qu'à la fois dans les services de l'État continuent à fonctionner, les services de renseignement, les services de l'État continuent évidemment à fonctionner, et heureusement. Mais la décision politique, elle revient aux politiques. Donc effectivement, cette espèce de flottement politique dans lequel on se retrouve aujourd'hui, il est néfaste à la position de la France, à sa stabilité. Voilà, on est en train de réfléchir à qui va être ministre de ceci, ministre de cela, Premier ministre. Donc on n'est pas dans une situation sereine pour regarder le monde avec l'attention qu'il mérite. On va parler d'un autre sujet d'inquiétude pour nos agriculteurs, c'est le Mercosur. Ursula von der Leyen qui est allée en fin de semaine dernière en Amérique latine pour finaliser les négociations, malgré l'opposition claire et nette de la France. Est-ce que c'est une claque politique pour Emmanuel Macron ? Je ne sais pas si c'est une claque politique pour Emmanuel Macron, mais c'est une grosse déception pour les agriculteurs. Moi, je vais le regarder plutôt comme ça. Je pense qu'on attendait, si vous voulez, au mois dans cet automne ou début d'hiver de fin d'année, on avait deux éléments qui étaient des éléments un peu dangereux. Il y avait le G20 au Brésil, qui était un élément où elle aurait pu annoncer effectivement la fin des négociations. Et puis, il y avait le sommet du Mercosur qui se tenait à Montevideo. Donc, elle a profité, j'allais dire, de
de cet espace médiatique pour aller annoncer la fin des négociations. J'insiste bien, c'est la fin des négociations. C'est pas la ratification. C'est pas la ratification. On n'est qu'au début. C'est pour ça que c'est évidemment là aussi un mauvais moment pour nous, parce qu'encore une fois, nous étions au travail avec Annie Genevard, avec Jean-Noël Barrot, avec Benjamin Haddad, avec le Premier ministre et même le Président de la République pour effectivement contrer ce Mercosur. Mais ça veut dire qu'elle a profité de la crise politique en France ? Elle a profité du sommet du Mercosur. C'était pour elle un objectif important. Maintenant, je pense que... Et ça n'a rien à voir avec notre situation à nous ? Je pense c'est pas une mauvaise manière qu'elle fait à la France, quelque part. Je pense qu'elle avait cet espace-là. Et je pense qu'elle a un espace de temps. Je ne cherche pas à la dédouaner de toute responsabilité, mais j'explique qu'elle avait cet espace-temps qui était le sommet du Mercosur. Et de l'autre côté, il y a le 20 janvier, l'investiture officielle de Donald Trump, avec derrière des pays comme l'Argentine qui sont quand même dans la lignée de Donald Trump, et l'inquiétude très très forte d'une sortie des accords de Paris. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était fini. À partir de la fin du mois de janvier, probablement, c'était fini, elle aurait été en capacité de signer ces accords, ou en tout cas d'annoncer la fin des négociations, parce qu'il est probable que l'Argentine... Bon, en tout cas, l'Argentine s'interroge sur la sortie des accords de Paris. Mais ça veut dire juste qu'elle a joué un peu perso, qu'elle a privilégié les intérêts de l'Allemagne à la position commune de l'Union européenne. Elle a profité du fait qu'effectivement, la France n'était pas en grande forme politique, alors que vraiment, le travail de construction qu'on avait fait depuis notre arrivée au gouvernement, je le répète, avec Annie, avec Jean-Noël, enfin avec tout le monde, voilà, un travail de persuasion auprès de nos collègues européens était en train de payer. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des réticences, et vous voyez aujourd'hui qu'il y a des États qui nous permettront peut-être d'avoir la minorité de blocage lors du passage. Vous pensez encore l'avoir ? Vous pensez encore pouvoir bloquer cet accord avec le Mercosur ? Mais il ne faut pas lâcher une seconde. Je pense que quand moi je suis arrivée au gouvernement, on était loin d'avoir cet accord de blocage, cette minorité de blocage. Mais petit à petit, on a tous travaillé, on a tous persuadé, on a travaillé avec le monde agricole, on a travaillé avec nos collègues européens, et honnêtement, il y a aujourd'hui des pays qui se posent des questions qui ne s'en posaient pas. Moi, au dernier G20 Commerce où je suis allée à Bruxelles il y a une quinzaine de jours, il y a des pays qui n'ont pas dit non, mais qui ont dit « Attendez, on va voir ce qu'il y a dans l'accord final ». Parce qu'en fait, on connaît l'accord de base qu'on avait refusé en 2019. On ne connaît pas l'accord intermédiaire qui a été négocié depuis. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et vous ne l'avez toujours pas eu ? Vous n'avez pas eu, parce que là, vous ne savez pas ce qu'a négocié Ursula von der Leyen ? Alors, elle nous annonce mais non, on a mis les accords de Paris comme une clause essentielle, etc. En gros, elle dit qu'elle a répondu aux exigences de la France sur l'accord de Paris, sur la déforestation. C'est-à-dire que là, le gouvernement français n'a toujours pas la copie de l'accord qu'Ursula von der Leyen a négocié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des États qui disent nous, on ne dit pas non, on ne dit pas oui, on attend de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour exiger qu'elle vous montre cet accord ? Elle va être obligée de le présenter à la Commission. Et quand ? Quand elle décidera de passer l'accord, il va falloir que l'accord soit d'abord juridiquement écrit, parce qu'aujourd'hui, il y a des intentions qui sont dans l'accord, mais il n'y a pas juridiquement, tout n'est pas écrit. Surtout s'il y a un instrument additionnel, il va falloir juridiquement l'écrire, le traduire dans les 27 langues et puis l'envoyer pour étude. Parmi les États que vous évoquiez qui ont des doutes, il y en a aussi qui peuvent très bien se dire « Ah, finalement, j'ai obtenu gain de cause » ou les clauses renégociées l'ont été telles que nous le demandions. Et donc, puisque tout le monde disait « On ne peut pas signer un accord en l'état », il a changé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des États qui peuvent changer d'avis ? Mais voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Et comment on fait pour négocier avec nos partenaires européens ? Juste avec quel État vous pensez obtenir cette minorité de blocage aujourd'hui ? Aujourd'hui, la Pologne s'est clairement positionnée. L'Italie a dit plus que ses doutes, et je peux vous dire que le monde agricole italien est très remonté. Vous avez des pays comme la Belgique, vous avez des pays comme l'Autriche. Donc avec la France, on a largement la minorité de blocage. Largement. La Lituanie, par exemple, sont des pays qui... Voilà. Donc cet accord ne s'appliquera pas. Est-ce que vous pouvez garantir à nos agriculteurs que cet accord ne s'appliquera pas ? Mais pour réunir la minorité de blocage, il faut aller négocier avec nos voisins. Exactement. Comment on fait quand on n'a plus de Premier ministre, quand on a un gouvernement démissionnaire ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on est crédible ? C'est une question qu'il faudrait poser à M. Hollande. Voilà. C'est une question qu'il faudrait poser à M. Hollande. Il est responsable de la censure. Parce qu'il a voté la censure. Oui, bien sûr. C'est lui le responsable de la censure. Le Parti socialiste, quand même, dans ses rangs à l'Assemblée nationale, compte un député qui a été président de la République pendant 5 ans et qui sait les conséquences d'une motion de censure à un mois
de la fin de l'année, alors que le budget n'est pas voté, alors qu'il y a des éléments comme le Mercosur qui sont en grande discussion. Il sait, il ne peut pas dire qu'il peut se dédouaner de toute responsabilité. Donc voilà, allez demander à M. Hollande. S'il n'y a pas de minorité de blocage réunie au niveau du Conseil européen, il y a aussi le vote de ratification du Parlement européen. Est-ce que vous travaillez avec les groupes politiques, les députés? Bien sûr, évidemment. Et là, vous en êtes où? Évidemment, écoutez... c'est secret? C'est secret, non, mais je ne veux mettre personne en porte-à-faux, parce qu'on a des discussions qui sont des discussions qui transcendent évidemment les partis. Vous pourriez réunir une majorité contre la ratification du Mercosur au Parlement? Écoutez, on fait ça un par un. Vous savez, on a pris un mapping de l'hémicycle européen et on y va par parti, par pays, et on cherche des alliés. Et les signaux ne sont pas mauvais, mais moi je pense qu'une bataille, elle n'est jamais gagnée, mais surtout elle n'est jamais perdue. Donc quand j'entends des gens qui nous disent c'est la faute de ceci, il faut se battre, et vous n'y arriverez pas, défaitistes, etc. Moi je pense qu'il faut se battre pied à pied, pays par pays pour avoir la minorité de blocage, et parlementaire par parlementaire pour avoir le Parlement avec nous. Ce que vous dites à nos agriculteurs ce matin, c'est que cet accord, il est loin d'être appliqué encore. Il est loin d'être appliqué, et moi, en tout cas, là, à la place où je serai dans quelques jours, je continuerai à me battre. Je voudrais juste rajouter, si vous me le permettez, quelque chose sur le Mercosur, pour dire que je redis que nous ne sommes pas contre les accords de libre-échange, et nous ne sommes surtout pas opposés aux pays d'Amérique du Sud, parce que je ne voudrais pas laisser croire que je déteste les pays d'Amérique du Sud. Moi, les pays d'Amérique du Sud sont des pays avec lesquels, évidemment, on converse. Il y a beaucoup d'entreprises européennes, et en particulier françaises, qui sont implantées en Amérique du Sud, qui font des infrastructures, de l'énergie. On a beaucoup de business, j'allais dire, avec l'Amérique du Sud, et il n'est pas question c'est pas une coupure avec l'Amérique du Sud, c'est juste les termes de ce traité-là que nous ne voulons pas. Petite question un petit peu annexe pour terminer là-dessus, puisque ça a provoqué des tensions entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, le fait qu'elle ait finalisé les négociations de cet accord. Est-ce que du coup, il a annulé son invitation à l'inauguration de Notre-Dame, Emmanuel Macron? Alors on ne sait pas qui la poule ou de l'œuf en fait était en premier. C'est sûr qu'elle devait venir à l'inauguration de Notre-Dame. On s'est tous dit elle prend des risques, parce qu'il y a des périmètres de sécurité, mais après les périmètres de sécurité, il va falloir quand même qu'elle traverse. Et je pense que les agriculteurs l'auraient reçue. Donc je pense qu'elle a été prudente, ou que le gouvernement lui a suggéré d'être prudente. Je ne sais pas. Vous n'avez pas la réponse. Je ne sais pas la réponse. On va parler des suites de la censure, Stéphane. Sur combien de temps le président de la République peut-il se donner avant de nommer un nouveau Premier ministre, selon vous? Le moins de temps possible. C'est-à-dire? Le moins de temps possible. Moi, il faut que ça se fasse là, cette semaine? Oui, il faut que ça se fasse cette semaine. Il faut que ça se fasse demain. Demain, oui. Ça veut dire que la réunion de cet après-midi, c'est la dernière réunion avant de sortir un nom du chapeau? Écoutez, j'espère que c'est la dernière réunion officielle où il met tout le monde autour de la table. Après, s'il ne sort rien de cette réunion, parce que c'est possible qu'il n'en sorte rien, chacun alignant ses lignes rouges, il faut qu'il décide quand même. Mais il y a un conseil, parce que l'Élysée dit qu'il y a un conseil des ministres demain où sera présentée la loi spéciale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Premier ministre annoncé ce soir? Non, je ne pense pas, mais il faut que demain, il faut que jeudi, vraiment au plus tard. Jeudi au plus tard? Oui, moi je partage l'avis qu'a exprimé Yael Braun-Pivet, ou qu'exprime le président Larcher. Il faut un gouvernement à la France. Vraiment, des situations. Moi, je voyais beaucoup d'entreprises à la place qui était la mienne, à la fois des investissements étrangers qui arrivaient en France, à la fois des chefs d'entreprise, toutes les syndicats d'entreprises. Tout le monde est terrorisé, c'est-à-dire que personne ne bouge, personne n'embauche, personne n'investit, tout le monde est paralysé. Donc, pendant ce temps-là, on prend du retard. Sachant qu'il est inconcevable de parvenir à trouver un accord de gouvernement entre les partis en une réunion, là où nos voisins mettent 6 mois, 7 mois, 1 an, 1 an et demi pour se mettre d'accord sur un programme, sur une base. Peut-être. Là, c'est comme le Mercosur. Peut-être que c'est difficile, mais oui, c'est une réunion officielle. Après, il y a des coups de fil, il y a des appels, donc il y aura des prolongations des négociations. Quand même. Écoutez, j'espère le moins possible. Est-ce que vous accepteriez un Premier ministre de gauche? Alors, écoutez, à titre personnel, moi, je ne candidaterai pas pour être dans ce gouvernement. Voilà. Après, tout dépend. Tout dépend quelle gauche? En fait, non, mais c'est pas tout dépend quelle gauche. C'est pour quoi faire. C'est-à-dire, si effectivement on a un programme de 4 ou 5 réformes qui, d'ici l'été, font consensus au moins sur le thème, parce qu'on ne dit même pas sur le fond, au moins sur le thème, font consensus pour qu'on avance. Ça, c'est possible. Mais est-ce que les LR discuteront? Est-ce que les LR... Vous ne participerez pas à un gouvernement? Mais voilà, si vraiment on arrive à ce consensus-là, pourquoi pas? Mais vous dites non, vous dites moi je ne serai pas ministre si c'est un j'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien. Mais est-ce que les LR
participeront à des discussions sur le fond, sur 4 ou 5 mesures dont vous parlez, si c'est la gauche qui dirige le gouvernement? Ou est-ce que ça sera fermeture? Encore une fois, c'est pourquoi faire. Voilà, encore une fois, c'est pourquoi faire. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on avance. L'agriculture en est un. Il faut qu'on avance sur l'agriculture. Annie Genevard a fait un travail remarquable en 8 semaines. Honnêtement, je tire mon chapeau. On a travaillé vraiment tous ensemble. Il faut que ces mesures-là, elles soient appliquées pour l'agriculture. Vous pensez que la loi agricole, elle peut encore être examinée au Sénat en janvier? J'espère. Elle peut être examinée. Janvier, je ne sais pas, parce qu'il y aura des textes budgétaires rectificatifs. Janvier, je ne sais pas. Mais début d'année, les agriculteurs, ils n'en peuvent plus. Vous évoquez la possibilité de travailler autour de 3-4 mesures, réformes. D'ici l'été, avez-vous dit, ça veut dire que vous envisagez déjà une dissolution pour l'automne prochain, septembre, des nouvelles législatives, et qu'est-ce qui pourrait en sortir? Je ne vois pas comment on peut rester avec une assemblée aussi difficile. Avec le risque d'avoir la même assemblée? Les Français décideront, mais il me semble que les Français assistent là à quelque chose auquel ils n'ont jamais assisté depuis des dizaines d'années, qui est quand même très perturbant. Ils le sentent, les Français. Vous savez, moi, je retourne sur mon territoire, j'ai des discussions même avec des militants du parti LR. Ils vous disent avec quoi? des Eux, maires, ils sont favorables à une dissolution? Ils sont favorables à une situation qui permette à la France d'être gouvernée, en réalité. Est-ce qu'une des clés pour changer le résultat après une nouvelle dissolution, c'est pas de préparer une réforme du scrutin d'abord, de passer par la proportionnelle? Vous êtes toujours très opposé à cette idée? À titre personnel, je suis très opposée parce que... Pourquoi vous ne voulez pas la proportionnelle? Parce qu'en fait, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a un aboutissement presque de la proportionnelle. On n'en a pas besoin, effectivement. Et regardez la difficulté qu'on a à être d'accord. Après, il y a plusieurs types de proportionnels. À trois blocs. Bon, je pense que depuis, en réalité, l'idée qu'on peut gouverner dans un espèce de conglomérat qui n'est ni à gauche ni à droite, qui n'est pas très clair sur ses idées, etc., on aboutit à la situation que moi j'avais toujours combattu, en fait, en restant au LR, en mettant dans un parti qui était devenu assez minoritaire. Mon objectif, c'était de dire il y a une gauche, il y a une droite, et tout hypercentrisme amène en fait au développement des extrêmes. On y est aujourd'hui. On essaye de résister à l'arrivée des extrêmes parce que je pense que ça serait vraiment extrêmement difficile pour notre pays. Mais en réalité, le bipartisme, il existe en fait. Il y a une gauche, il y a une droite. Regardez les difficultés qu'on a à se mettre d'accord pour faire une coalition là pendant cette période que moi j'appelle une période de transition. Mais vous pensez que un accord de non-censure, il est voué à l'échec? Ça ne marchera pas? Pas sur le long terme, parce que regardez, regardez ne serait-ce que la question des retraites. Je sais que vous l'avez abordé il y a quelques instants avec Laurent Lafont, le président Lafont, mais regardez la question des retraites. On n'est pas d'accord et on a le droit, c'est pas grave, c'est la démocratie. Mais c'est une question qui est hyper importante pour le budget de la France. Les dépenses sociales, c'est presque la moitié de nos dépenses de l'État, et à l'intérieur de la moitié, donc un quart des dépenses globales de la France, ce sont pour les retraites. Et là-dessus, il n'y a pas de compromis possible. Si on n'agit pas sur les retraites, on a un problème. On n'est pas d'accord avec la gauche. Il n'y a pas de compromis possible avec la gauche sur la retraite? C'est compliqué, c'est très très compliqué. Voilà. Il y a un autre sujet qui pourrait faire débat, c'est la question de la loi immigration. Est-ce que vous êtes pour renoncer à une loi immigration au début de l'année? Je pense que si on renonce à une loi immigration, on ne répond pas à une grande majorité des Français qui s'expriment depuis longtemps sur cette question de l'immigration et de la sécurité, qui sont non pas liées, mais qui sont concomitantes. Ça fait le jeu du RN? Ça fait le jeu du RN. Ça fait le jeu du RN. Bien sûr, si on n'arrive pas à légiférer et surtout à agir de façon efficace sur ces questions-là, on laisse la porte ouverte aux extrêmes. Une question, j'ai quelques questions économiques, mais la France va devoir emprunter 300 milliards d'euros l'an prochain. Un peu plus même. Juste pour rouler sa dette. Nous totaliserons 25% de tous les emprunts à l'échelle de l'Union européenne, la seule France. Ouais. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que notre niveau d'endettement aujourd'hui, notre niveau d'endettement est-il soutenable? Je ne sais pas s'il est soutenable, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument, dans les budgets de la France qui vont arriver, faire des économies sur le fonctionnement de l'État en particulier, faire des choix qui sont des choix importants. C'est pour ça que cette situation d'entre-deux au Parlement, elle est très très compliquée, même cette histoire de coalition, tout ça c'est très compliqué, parce qu'en fait ça empêche de faire des choix qui sont des choix structurants. Or, des choix structurants de réforme, on en a besoin pour baisser notre endettement.
c'est obligatoire. Alors, on parle beaucoup de la dette, mais il n'y a pas que la dette publique qui pose problème. On a aussi une balance commerciale déficitaire de manière chronique et dans des proportions toujours plus élevées. On bat des records chaque année. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on pourrait redresser la barre aujourd'hui? Pas toujours plus élevé, parce que là, on reflue. On était tombé à... Non, ils ne sont pas bons, mais ils sont moins mauvais. Si je peux me permettre, ce n'est pas mon action, donc je suis assez zen. Ce n'est pas en 8 semaines, évidemment, qu'on a inversé la tendance. Mais c'est quoi une balance extérieure qui est mauvaise? C'est d'abord un défaut de compétitivité de notre propre industrie, donc qui nous oblige à aller importer. Évidemment, c'est d'abord cette question-là, et c'est des questions sur lesquelles Laurent Saint-Martin, Armand étaient en train de travailler. Les ministères de l'Industrie également, Marc Ferracci, était en train de travailler. Donc ça, le premier élément de notre balance extérieure négatif, c'est un manque de compétitivité et un renoncement à un certain nombre d'industries au profit d'importations. Deuxièmement, vous aviez l'énergie à l'intérieur, d'où l'obligation de travailler sur ces questions d'énergie. Donc c'est premièrement ça, et puis c'est la compétition pour aller chercher des marchés à l'extérieur et à l'export. Et là, on progresse plutôt. Moi, je voudrais juste dire une petite nuance par rapport à ça, c'est qu'on a, et c'est une nuance, mais c'est pas une nuance, on a une balance des paiements qui est plus favorable. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui qui ont décidé de s'implanter dans les pays. Donc en réalité, les exportations qu'on fait pas, c'est de l'activité pour nos entreprises françaises qui est faite, françaises qui se sont elles-mêmes délocalisées à l'étranger et qui font à la fois des chiffres d'affaires et des profits qui, à un moment, reviennent dans la balance des paiements français. Et ça, c'est plutôt bon. Et puis, on est aussi excédentaire en services. Donc, on voit bien que c'est sur l'industrie, sur nos activités de production que nous avons un problème de compétitivité, plus sur l'énergie, évidemment. Un dernier mot, Stéphane. Donc tout ne va pas si mal, si je vous entends bien. Non, ça ne va pas bien. Hein, 60 milliards de déficit, ça ne va pas bien. Non, ça ne va pas bien. Mais il y a des facteurs qui sont des facteurs explicatifs. Il y a un point qui hérisse tout le monde, c'est qu'on a beaucoup dit que la France se mettait à emprunter à des taux d'intérêt supérieurs à ceux de la Grèce. Donc ça a été une source de traumatisme collectif. Le prochain traumatisme, c'est quoi? C'est de découvrir que le PIB par habitant de l'Italie va être bientôt supérieur à celui de la France, qu'on est complètement en train de décrocher, qu'on va descendre dans les tableaux parmi les pays... Pour moi, je vais pas jouer le jeu du catastrophisme. On est déjà dans une situation qui est une situation difficile. On est sur la corde raide, là, Le prochain traumatisme, ça serait d'empêcher les entreprises françaises d'avancer et de créer de l'emploi et de créer de la richesse en France. C'est ça le prochain traumatisme. On doit être focalisé là-dessus. Pardon pour les retraités, pardon pour les collectivités territoriales. Et je suis sénatrice d'origine, donc voilà. Mais je crois que le prochain traumatisme, c'est de voir de la richesse économique partir encore du territoire. Voilà, je pense que c'est ça. 2 petites dernières questions sur la censure. Est-ce que tous les Républicains sont sur la même ligne, sur la stratégie à adopter? Je suis une femme optimiste, donc je vais vous dire oui. Mais vous en doutez. Vous avez compris la position de Laurent Wauquiez? Écoutez, je pense que dans ces périodes de troubles, voilà, on peut parler trop vite parfois. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que la discussion au sein des LR est elle a eu lieu. Il n'y a pas eu de discussion au sein des LR. Quand on prend la parole tout de suite, forcément, il n'y a pas forcément une consultation de tout le monde, mais voilà. Il y a un risque d'implosion du parti? Non, je pense pas. Non, je pense pas, et je pense qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui. Je pense que depuis des années, je milite pour une réforme profonde de notre parti. Je pense aussi que ce qui se passe aujourd'hui nous montre que peut-être l'idée qui est portée par David Lisnard d'une confédération des partis ne serait pas une mauvaise idée. En tout cas, il faut y réfléchir parce que je pense que les années politiques qui viennent sont des années où il faudra vraiment éviter les guerres de chapelle. Donc il faut réunir les chapelles au sein d'une église. On va finir comme ça avec Notre-Dame. mais comment vous l'évitez, cette guerre des chapelles? Par responsabilité individuelle des uns et des autres. Et là, les égos, ils ne prennent pas le pas sur la responsabilité? Il va falloir qu'on arrête ces histoires-là. Parce que là, on est dans une période qui est charnière pour notre pays, qui dépasse très largement notre avenir individuel. François Bayrou, ce serait un Premier ministre acceptable pour vous? Joker, je sens. Non, c'est pas Joker, mais je suis pas folle d'enthousiasme. Je vais être franche. Après, si c'est le Premier ministre qui arrive à faire travailler un gouvernement jusqu'à l'été prochain, au moins jusqu'à l'été prochain, voilà. Après,
Et si c'était là, lui qu'on vous proposait un poste au gouvernement, vous resteriez ? C'est de la politique fiction, on verra ça. Un dernier mot, parce que vous parlez de Notre-Dame, on va terminer là-dessus. Vous étiez présente samedi lors de l'inauguration de Notre-Dame. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Profonde émotion. Moi, peut-être que le moment qui m'a le plus émue, presque aux larmes, c'était les pompiers et les artisans. Quand ils sont arrivés dans l'église, on a ressenti une énergie presque. Alors j'ai regretté qu'il n'y ait pas les pompiers des Yvelines, parce que c'est quand même au grand bras élévateur des Yvelines qu'on doit la survie de Notre-Dame, donc j'ai regretté. Mais je dis ça vraiment de façon amicale. Mais c'était vraiment le moment d'émotion, parce que c'était une leçon pour nous tous, en disant tout seul on ne peut rien, mais tous ensemble on peut quelque chose d'extraordinaire. Et c'était une belle leçon envoyée au pays aussi. On va rester sur ce message positif. Merci Sophie Primas, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. La une de Ouest France. Stéphane, pourquoi les seniors ont tout intérêt à se faire vacciner ? Voilà, c'est un petit pas de côté. Un sujet de saison. Merci Stéphane, merci d'avoir été avec nous tout de suite. C'est l'heure du débat politique.